Merci à toutes et à tous d'être présents pour ce téléséminaire international des IREM du 7 mai 2021. Donc c'est un très très grand plaisir et honneur de recevoir le professeur Saliou Touré qui va nous parler de ses travaux, mais je vais laisser Jean-Jacques Salonne le présenter. Merci. Merci Christian. Donc c'est un petit peu un challenge de présenter le professeur Saliou Touré en quelques minutes, mais je vais essayer de le faire. Bon, Monsieur Touré déjà est né en 1937, c'est dire la grande expérience qu'il doit avoir aujourd'hui de toutes ces choses mathématiques. Ses axes de recherche initiaux sont en mathématiques pures, avec une thèse de doctorat à Paris soutenue en 1975 et dans la même année une thèse d'État obtenue à Abidjan sur l'analyse harmonique sur les groupes de Lie et plus généralement les groupes topologiques non abéliens dans des espaces riemanniens symétriques. Bon, voilà, ça c'était pour les maths pures. Donc, organisation de beaucoup de séminaires à ce sujet-là. Monsieur Touré a occupé beaucoup de fonctions. En particulier, il a dirigé de 1976 à 1994 l'Institut de recherche mathématique d'Abidjan. Il a présidé l'Université internationale de Grand Bassan depuis 2007. Il a eu des fonctions au ministère de l'Éducation nationale, où il a d'abord été directeur de cabinet du ministre de 90 à 93, son frère en l'occurrence. Il a été aussi le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de l'Innovation technologique de 96 à 98. Bon, il a beaucoup contribué, ça a été un des acteurs principaux du mouvement d'harmonisation des programmes de mathématiques en Afrique dans les années 80-90, avec un leitmotiv qui était insérer les mathématiques dans le contexte socio-culturel africain. Bon, il a obtenu à la suite de tout ça beaucoup de distinctions, dont la Légion d'honneur en 1994 et la médaille vermeille de la francophonie la même année. Mais M. Saliou Touré a aussi beaucoup travaillé pour vulgariser les mathématiques et le patrimoine mathématique dans les cultures subsahariennes et africaines plus largement, avec en premier lieu une collection d'ouvrages de mathématiques qui s'étale de la 6e à la terminale, qui propose d'aborder d'abord des situations concrètes avant d'arriver à l'abstraction mathématique. Donc collection qu'il a d'abord fait dans le cadre de son institut IRMA, puis dans le cadre de notre institut SIAM. Ensuite, il a beaucoup travaillé sur des approches interdisciplinaires mêlant mathématiques et philosophie, avec là aussi des éditions d'ouvrages pour le lycée dans les classes littéraires. Ensuite, des choses que j'ai trouvé très originales. Par exemple, il a mis en place le concours Miss Mathématiques lors de l'année des maths en 2000, l'année des maths de l'UNESCO. Bon, il a aussi proposé beaucoup d'ateliers mathématiques autour de l'environnement socio-culturel africain, en particulier autour des jeux et autour de l'artisanat. Des conférences dans les collèges et les lycées, des expositions itinérantes. Voilà donc un petit peu très rapidement la carrière telle que je pouvais la présenter de professeur Saliou Touré. Et je termine ma présentation avec une citation de sa part d'un discours qu'il a prononcé à Abidjan en 1994. Contrairement à une idée reçue, les mathématiques ne constituent pas la science hermétique qui est naturellement réservée qu'à des spécialistes, voire à ceux qui reçoivent l'enseignement mathématique, mais c'est une science présente dans la vie quotidienne, chacun d'entre nous, et dont presque toutes les activités humaines sont tributaires. Voilà, j'ai essayé d'être court. Je passe la parole à notre éminent collègue, M. Touré. Merci Jean-Jacques. Donc Saliou Touré, vous pouvez commencer. Oui. Donc, c'est pour moi un très grand plaisir de participer à ce séminaire international des IREM. J'ai été contacté par Bernadette Denis de l'IREM de Paris, qui m'a sollicité il y a environ 2 mois. Cela m'a fait plaisir parce que, étant francophone, je pense que les collègues francophones se souviennent du modeste travail de vulgarisation des mathématiques que j'ai fait au cours de ma carrière. Et cela a été important pour moi de vulgariser les mathématiques parce que on a l'impression, le grand public a l'impression que les mathématiques, entre guillemets, ne servent à rien.
alors que les mathématiques sont présentes dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous. J'ai fait plusieurs conférences pour essayer de le démontrer, ici même en Afrique, parce que en Afrique en particulier, les gens ont l'impression que les mathématiques sont réservées à une élite ou à ceux qui reçoivent un enseignement des mathématiques. Tout ce que j'ai fait dans ma modeste carrière, c'est d'essayer de prouver le contraire. Et la raison pour laquelle j'ai fait cela, c'est que il y a fort longtemps, aussi bien les Européens, certains Européens que des Africains avaient l'impression que les mathématiques n'étaient pas de leur monde. Alors que quand on regarde un peu l'histoire des mathématiques, et j'ai appris avec plaisir que mon ami Djebar, Ahmed Djebar, était dans la salle ou est en train de suivre la conférence, lui qui a prouvé que les mathématiques existent aussi bien au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, et bref, un peu partout, que les mathématiques sont présentes. Et cela m'a fait plaisir donc d'être parmi vous cet après-midi pour qu'on discute un peu de la place des mathématiques dans la vie sociale, culturelle, sociale, économique des nations modernes. Je ne sais pas si je continue ou bien si vous posez des questions. Quel est l'objet? Qu'est-ce que je dois faire? Vous pouvez peut-être m'indiquer. Est-ce que je continue mon exposé ou bien vous me posez des questions? On va plutôt faire les questions à la fin, si ça vous va. Bien, donc d'accord. D'accord, alors donc je continue mon exposé. Comme je le disais, les mathématiques constituent le patrimoine commun de toute l'université. Et il est donc important que les pays africains puissent contribuer à la formation de mathématiciens qui soient compétents et qui soient capables de transmettre avec rigueur et efficacité les outils indispensables aux utilisateurs et d'autre part de modéliser et de structurer les problèmes économiques et industriels qui sont de plus en plus complexes. Alors, en Côte d'Ivoire et dans les pays africains francophones, ce travail de formation et de rénovation de l'enseignement des mathématiques a été engagé depuis plusieurs années. La formation, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la formation initiale des enseignants de mathématiques est assurée par l'École normale supérieure d'Abidjan et la formation continue par la direction de la pédagogie du ministère de l'Éducation nationale et par la Société mathématique de Côte d'Ivoire que j'ai l'honneur de présider depuis quelques années. Je note également que le Centre de développement professionnel du lycée international Jean Mermoz d'Abidjan apporte une contribution remarquable à la formation continue de tous les enseignants des établissements secondaires publics et privés. Plusieurs stages de formation sont ainsi organisés chaque année à Abidjan, à Yamoussoukro et dans plusieurs autres villes de Côte d'Ivoire. Alors, concernant la situation générale des mathématiques, tout le monde sait aujourd'hui que cette situation de l'enseignement des mathématiques est caractérisée par une insuffisance préoccupante du nombre de professeurs qualifiés. Ce constat a amené dès 1983 un certain nombre de mathématiciens africains, parmi lesquels je figurais. C'est d'ailleurs moi qui avais lancé l'initiative en écrivant à tous les ministres chargés d'éducation de mettre en place un projet de réflexion que j'ai appelé à l'époque
l'harmonisation des programmes de mathématiques HPM. Et ce projet avait pour objectif d'entreprendre une réflexion critique sur les programmes existants dans les différents pays francophones d'Afrique et de l'océan Indien. Deuxièmement, de dégager les grandes orientations susceptibles de préciser les objectifs et la finalité de l'enseignement des mathématiques. De proposer aux autorités politiques et administratives la rénovation de l'enseignement des mathématiques et son adaptation à l'environnement socio-culturel de l'élève, cette rénovation devant bien entendu tenir compte des dernières recherches en didactique des mathématiques. Pour nous, les mathématiques constituent une science universelle, bien entendu, mais son enseignement doit s'appuyer sur le milieu socio-culturel de l'élève. C'est vraiment, on dit quelquefois, je le dis souvent, on n'a qu'une idée dans sa vie, et cette idée-là, j'ai voulu la développer, la mettre en pratique, en application en Côte d'Ivoire et aussi à travers l'Afrique. Alors, l'un des objectifs aussi, c'était d'élaborer de nouveaux programmes, puis de rédiger des manuels scolaires conformes à ces nouveaux programmes. En effet, comme on le sait, les gens de ma génération ont connu la période des mathématiques dites modernes dans les années 70, où on a axiomatisé l'enseignement des mathématiques dans les classes du secondaire. On introduisait dès la classe de quatrième, on faisait voir aux enfants que l'ensemble des nombres réels était un groupe pour l'addition. On parlait des espaces vectoriels, on parlait du produit scalaire en disant qu'un produit scalaire, c'est une forme bilinéaire symétrique non dégénérée, etc. Nous avons pensé que axiomatiser l'enseignement des mathématiques dès les petites classes était nuisible à la compréhension de l'enfant qui n'a pas encore suffisamment d'expérience, il n'a pas encore suffisamment mûri pour comprendre ce que cela cache. Les acteurs scientifiques de ce projet HPM ont travaillé avec un véritable esprit de solidarité et d'intégration africaine, convaincus que nous étions que la formation scientifique était indispensable au développement de l'Afrique. Alors, nous avons organisé plusieurs séminaires pour sensibiliser les autorités, pour sensibiliser les collègues. Une première réunion a eu lieu à Abidjan, une deuxième à Conakry, une troisième à Cotonou et enfin une quatrième s'est tenue ici même à Abidjan sous l'autorité du chef de la coopération française à Abidjan, et nous avions fait venir à Abidjan plusieurs mathématiciens de Madagascar à la Mauritanie, en passant par tous les pays francophones d'Afrique que vous connaissez. Après donc l'organisation de ces 4 séminaires interrégionaux, nous avons lancé la collection interafricaine de mathématiques, collection SIAM. Et ainsi, nous avons proposé aux autorités ces manuels de mathématiques qui sont aujourd'hui adoptés dans les établissements secondaires des pays francophones d'Afrique et de l'océan Indien. Et je dois dire que même Haïti avait pris ces manuels pour les enseigner à Haïti. Alors, nous avons, comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, un souci majeur. C'est qu'avant tout, il faut favoriser chez l'enfant et chez l'adolescent une certaine démarche scientifique face aux problèmes de la vie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons jugé qu'il était très important d'insérer les activités d'éducation mathématique
dans celle de la vie quotidienne des enfants. Ainsi, nous avons voulu utiliser l'environnement socio-culturel de l'élève comme support et véhicule privilégié des concepts mathématiques à travers les jeux africains, les statistiques tirées des milieux, du milieu socio-culturel de l'enfant. Ainsi, nous avons voulu éviter l'approche axiomatique que j'ai beaucoup déplorée, qui place l'élève sans initiation préalable devant des notions abstraites. En effet, il s'agit de faire de l'enfant un individu curieux, ouvert à son milieu socio-culturel, sachant observer et représenter mathématiquement des situations concrètes. Les contenus adoptés et les méthodes pédagogiques que nous avons préconisées ont été systématiquement expérimentés dans plusieurs classes en Afrique même, dans les différents pays d'Afrique, au Cameroun, au Sénégal, en Mauritanie, au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, bien évidemment, puisque l'Institut de recherche mathématique, j'en étais le directeur et il est localisé à Abidjan. Sans rien abandonner du caractère universel des mathématiques, les auteurs de la collection SIAM se sont appuyés sur l'environnement des élèves pour les motiver, pour les faire agir, les amener à comprendre et à agir de nouveau de manière autonome et créatrice. À cette fin, les leçons proposées ne se présentent plus comme des exposés théoriques, mais comme des séances de travail au cours desquelles des activités de calcul, de dessin, de lecture, de documents, le plus souvent empruntés au milieu africain. Vous voyez, le souci majeur, c'est de faire appel au milieu de l'enfant. Donc tout cela sont mis en œuvre et débouchent sur la mathématisation du concept sous-jacent aux manipulations. Les concepts introduits sont autant d'occasions de poursuivre l'apprentissage du raisonnement déductif et de résolution de problèmes. Nous avions pour ambition d'amener les professeurs à doter leurs élèves de quelques outils dont ils auront besoin dans l'exercice de leur vie professionnelle ou au cours de leurs études ultérieures, et aussi qui leur apprennent à analyser une situation, à conjecturer des hypothèses et à les valider ou non à l'épreuve des faits et du raisonnement, à recourir aux modèles mathématiques qu'ils connaissent et à dégager des conclusions. Voilà quels étaient nos objectifs, notre vision, notre ambition en mettant en place la collection interafricaine de mathématiques et d'une manière générale en définissant ce que nous avons appelé le projet HPM, car nous étions convaincus que tous les pays d'Afrique ont les mêmes problèmes de développement, les mêmes problèmes culturels, les mêmes problèmes de formation scientifique et il nous est apparu absolument indispensable d'emboîter le pas aux chefs d'État qui parlent souvent d'intégration africaine et pour une fois, nous avons pensé que les scientifiques avaient leur mot à dire. Et je dois dire que si ce projet a réussi, a connu quelques réussites, nous le devons naturellement, et M. Salon en a parlé tout à l'heure, nous le devons à la coopération française qui m'a beaucoup aidé, qui a mis des hommes, des mathématiciens français de grande qualité à notre disposition pour mener les réflexions, quelquefois tard dans la nuit, et c'est ce qui nous a valu, donc, comme je le disais, quelques modestes réussites. Et chaque fois que les mathématiciens africains venaient
en Côte d'Ivoire venaient à l'Institut de recherche mathématique pour travailler avec nous. La coopération française, je dois le dire, ce n'est pas de la publicité, c'est la réalité. Je dois dire que la coopération française s'est chargée de tous les billets d'avion et s'est chargée des frais d'hébergement dans les hôtels à Abidjan. La coopération belge également nous a beaucoup aidés en mettant 3 mathématiciens belges de valeur à notre disposition. Donc voilà, chers amis, les quelques mots que je voulais dire en introduction de notre séminaire international des IREM. Je suis à votre disposition. Naturellement, je n'ai pas abordé tous les aspects de la question. Le côté des Jeux africains, le milieu culturel africain, l'utilisation des langues africaines pour l'enseignement des mathématiques, mais nous avons des expériences en la matière, puisque dans mon propre village, j'avais créé, avec l'aide de mes amis français de l'ambassade de France, j'avais créé dans mon propre village ce que j'ai appelé le centre scolaire intégré du Niéné, où les premières années étaient, l'enseignement des 2 premières années d'école primaire était fait dans les langues locales, car j'avais constaté à l'université d'Abidjan que lorsque les jeunes gens arrivaient avec le baccalauréat série C, ils avaient des connaissances théoriques, mais ces connaissances étaient vraiment limitées. Et je me suis dit que certainement, ces enfants avaient 2 problèmes. Le premier problème, c'est le problème de la langue, qui permet de maîtriser les mathématiques. Et le deuxième problème, c'est naturellement les difficultés liées à la discipline mathématique. Et donc, je me suis dit que peut-être en prenant les choses dès l'école primaire, en commençant à leur faire des enseignements dans leur langue locale, ils comprendraient mieux les concepts mathématiques. Nous avons fait ce travail avec l'Institut de linguistique appliquée de l'Université d'Abidjan, qui a élaboré un vocabulaire mathématique adapté au milieu local, en Dioula et en Sénoufo, en ce qui concerne le Nord. Et je dois dire que par la suite, les différents ministres qui nous ont succédé au ministère de l'Éducation nationale ont essayé d'étendre cela au reste de la Côte d'Ivoire. Et comme nous avons des amis du Mali et du Sénégal, c'est une expérience également qui a été reprise dans ces pays-là. Et je crois que l'expérience est concluante. Voilà, chers amis, les quelques mots que je voulais dire en introduction. Et je suis évidemment à votre disposition pour essayer de répondre à quelques questions. Je vous remercie. Mais c'est nous qui vous remercions beaucoup, monsieur le professeur Saliou Touré. C'est tout à fait dans les sujets, les thèmes que nous avons abordés. J'ai essayé de mettre ma caméra, mais je suis désolé, ça ne fonctionne pas. J'ai pas tout à fait noté comment ça s'appelait votre expérience de mathématiques au primaire en langue vernaculaire. Le CESIN. CESIN, c'est centre scolaire intégré du Niéné, CESIN. Alors ça, c'est dans le Nord que nous avons mené cette expérience. D'accord. Merci. Est-ce que dans l'assistance, il y a des questions? Oui, j'aurais bien 1 ou 2 questions. Merci beaucoup, professeur Touré, pour votre exposé. Oui. Je vais vous proposer mes 2 questions. La première, elle poursuit la fin de vos propos à propos des langues vernaculaires. Oui. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, dans un discours le 20 mars 2018 pour les Journées de la francophonie, a réaffirmé le rôle du français dans la francophonie et la place importante que devaient avoir les langues régionales.
Et donc, ma question, c'était un petit peu comment vous voyez, vous, cette articulation, au moins à l'école élémentaire, mais peut-être au-delà, entre les langues régionales et le français dans ces contextes scolaires. Voilà. Mais vous avez déjà un petit peu répondu, mais de façon peut-être plus large. Et ma deuxième question, c'est, vous avez aussi beaucoup œuvré pour la place des femmes dans l'enseignement supérieur et leur accès aux études supérieures. Est-ce que vous pourriez également nous dire un petit mot aussi sur cette militance qui a été la vôtre? D'accord. Bien, je vous remercie. En ce qui concerne la place des langues dans l'enseignement dans un pays francophone, je crois que les langues locales ne peuvent pas et n'ont pas pour mission de concurrencer le français. Il s'agit de faciliter, pour nous, il s'agit de faciliter l'apprentissage dans la langue française, l'apprentissage surtout des sciences. Et l'expérience que j'ai eue au Nord, justement, elle était destinée à enseigner les mathématiques, les sciences naturelles et les sciences physiques dans les deux langues nationales du Nord, c'est-à-dire le Bambara, le Sénoufo et le Bambara, qu'on appelle le Malinké d'une façon générale. Et nous avons constaté que cela a donné des résultats pertinents parce que les enfants qui recevaient ces enseignements au cours des 2 premières années avaient beaucoup d'aisance à assimiler les autres matières à partir du cours élémentaire première année jusqu'au cours moyen deuxième année. Et lorsqu'ils arrivent dans le secondaire, ils étaient vraiment parmi les meilleurs. Nous avons mené des statistiques, nous avons fait des enquêtes auprès des élèves qui ont commencé avec cette formation aux saisines de Kolia. Nous les avons suivis jusqu'au secondaire et même jusqu'à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Certains sont aujourd'hui dans les grandes écoles en France. Il y en a un qui est à l'école centrale de Lyon. Il y en a un autre qui se trouve à l'école centrale de Paris. Donc, nous avons vraiment obtenu des résultats probants, des résultats encourageants avec cette expérience. Donc, comme je l'ai dit, les ministres chargés d'éducation nationale ont essayé de copier, de généraliser ce que nous avons, le peu que nous avons fait dans un modeste village du nord de la Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est une expérience qu'il faut poursuivre, car il ne s'agit pas de concurrencer le français, bien au contraire, il s'agit de faciliter l'apprentissage en français à partir du cours élémentaire deuxième année. Donc, c'est une expérience qui a été suivie et encouragée par les autorités ivoiriennes et qui pourrait être encouragée également dans d'autres pays africains. Et je suis heureux d'apprendre que le président Macron lui-même a souhaité que dans le cadre de la francophonie, les langues locales, les langues en France ou dans d'autres pays puissent être mis à contribution. Alors, en ce qui concerne les femmes, effectivement, nous avons aussi mené des expériences parce qu'à l'université d'Abidjan, où j'ai enseigné pendant 40 ans, après avoir commencé ma carrière universitaire à l'université de Besançon dans le Doubs, en France, car c'est là que j'ai commencé après mes études à Paris. L'un des maîtres de Paris m'a proposé un poste d'assistant à l'université de Besançon. Et lorsque j'ai été inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître assistant, j'ai demandé à revenir en Côte d'Ivoire. Et c'est donc là que j'ai poursuivi ma carrière d'enseignant et que j'ai pu mener les quelques expériences dont on a parlé. Donc, à l'université de Cocody, j'avais constaté qu'il y avait peu de femmes qui faisaient des mathématiques, qui faisaient des sciences d'une façon générale et par conséquent, peu de femmes qui enseignent les mathématiques, qui enseignent les sciences dans notre université. Cela, évidemment, cela nous a interpellés car nous avons trouvé que les femmes représentaient
environ 51% de la population ivoirienne. C'est aussi, je crois, le pourcentage sur le plan mondial. Et malgré cela, les femmes n'arrivent pas à percer dans les formations scientifiques. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que président de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, j'ai institué ce que nous avons appelé le concours Miss Mathématiques. Le concours Miss Mathématiques avait pour objectif d'encourager les jeunes filles à s'intéresser aux mathématiques, à ne pas rester timides face aux mathématiques, car quelquefois les jeunes filles sont assez timides et elles n'osent pas se frotter aux garçons. Et nous avons voulu créer ce concours Miss Mathématiques à côté du concours général où les garçons et les filles peuvent compétir. Donc, ce concours nous a permis de sélectionner des jeunes filles brillantes. Et le gouvernement ivoirien lui-même, que j'avais contacté à l'époque, le gouvernement ivoirien m'a beaucoup encouragé car il a permis de donner des bourses aux filles qui terminaient la classe de terminale C, les filles en classe de terminale C qui étaient inscrites au concours Miss Mathématiques ont systématiquement et chaque année reçu des bourses pour aller poursuivre leurs études dans les classes préparatoires aux grandes écoles en France. Certaines ont fait le lycée Saint-Louis, d'autres le lycée Louis-le-Grand. Donc, vous voyez les meilleurs lycées de préparation aux grandes écoles en France, et beaucoup ont pu intégrer les classes, les grandes écoles en France. Ce concours, comme je le disais, nous a permis de sélectionner des jeunes filles brillantes qui ont pu faire de bonnes études depuis l'an 2000. L'année internationale des mathématiques a été instituée par l'UNESCO en l'an 2000 et c'est à partir de là que j'ai institué le concours Miss Mathématiques. Ce concours continue chaque année jusqu'à cette année. Nous continuons à organiser ces concours et la première dame, Madame Dominique Ouattara, nous vient en aide. C'est d'ailleurs elle qui est la marraine de ce concours et elle apporte beaucoup d'encouragement aux jeunes filles. Quant à l'enseignement supérieur, nous avons toujours beaucoup de problèmes pour recruter des enseignantes scientifiques. Pour vous donner une idée, au département de mathématiques de l'Université d'Abidjan, nous avons seulement 3 enseignantes au département de mathématiques sur une population d'une centaine d'enseignants. Vous voyez, c'est très, très peu. Mais nous continuons à nous battre, au moins à l'endroit où je suis. Je continue à encourager les jeunes filles à s'intéresser aux mathématiques, à faire des conférences. L'autre jour, j'étais au lycée d'excellence Alassane Ouattara pour inciter les jeunes filles à faire des mathématiques. Et nous avons mis en place des équipes pour encadrer les jeunes filles en particulier, les encadrer dans leurs études, aussi bien au secondaire que dans l'enseignement supérieur. Voilà en quelques mots ce que je pourrais dire pour répondre à vos 2 questions. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il y a Mohamed Rawayan qui pose la question. Est-ce que vous pouvez donner des exemples pour illustrer ce que vous avez appelé l'utilisation de l'environnement comme support dans l'enseignement des mathématiques? Bien. Alors, il s'agit là, comme nous l'avons fait à l'Institut de recherche mathématique, de faire appel aux éléments de l'enseignement, aux éléments de l'environnement de l'enfant pour le motiver, pour lui montrer que les mathématiques doivent s'appuyer sur le milieu. Je prends quelques exemples. Un chasseur
dans les villages africains qui est en train de viser un gibier. Il tend son arc et donc il est en train de calculer intuitivement la trajectoire de la flèche pour pouvoir atteindre le gibier. Quand vous regardez les villages africains, eh bien, je dis que les villages africains, les cases, les gens habitent souvent des cases rondes. Il y a des greniers qui sont cylindriques. Il y a les toits sont en paille et les toits ont la forme d'un cône. Donc, tout cela devrait permettre aux enseignants de mathématiques de montrer concrètement ce que c'est qu'un cône, ce que c'est qu'un cylindre. Et je cite un autre exemple, les Jeux africains. Quand vous regardez les Jeux africains, et justement, j'avais mis en place à l'Institut de recherche mathématique un atelier avec Mme Salimata Doumbia qui était responsable de cet atelier. Cet atelier était chargé de trouver tous les Jeux africains, de les codifier, de voir quelles sont les structures mathématiques sous-tendues par les Jeux africains. Et bien évidemment, c'était pour qu'on s'en serve dans la pédagogie de l'enseignement des mathématiques. Je prends quelques exemples. L'awalé, le jeu de l'awalé qui est pratiqué en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Mali, un peu partout en Afrique. Eh bien, ce jeu, c'est un jeu qui sous-tend les notions de calcul de probabilité, les notions de graphe. Donc, tous les jeux, il y a énormément de jeux. On avait sélectionné des jeux jusqu'au Niger et tous ces jeux ont été codifiés et il existe un livre, un modeste livre qui a été écrit par Madame Salimata Doumbia et qui fait voir tous les concepts mathématiques qui sont sous-tendus par tous ces jeux africains. Et l'objectif, c'était pour nous de montrer que les mathématiques existent bel et bien dans l'environnement socio-culturel africain et que nous, les enseignants des mathématiques, nous avions tout intérêt à faire appel à ce milieu, à cet environnement socio-culturel africain pour mieux faire comprendre les mathématiques aux enfants. Car enseigner les mathématiques de façon abstraite, nous estimons qu'on ne peut le comprendre que quand on arrive à un certain niveau, mais à un niveau plus bas, les enfants ne sont pas préparés, ils n'ont pas assez d'expérience pour comprendre certains concepts mathématiques. Par exemple, quand nous étions jeunes à l'université en France, la théorie des mathématiques modernes définissait un angle à partir d'une relation d'équivalence. On passait au quotient et on dit voilà ce que c'est qu'un angle. Je dis non. Un angle, quand vous ouvrez une porte, vous avez un angle. Quand vous ouvrez un livre, vous avez un angle. Donc voilà le genre de considération que nous avons vraiment voulu prôner en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et je crois que cela a pu donner quelques résultats, puisque en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, certains de nos ministres actuels m'ont raconté qu'ils avaient pu entrer à l'école polytechnique de Palaiseau, ils avaient pu faire l'école centrale de Paris parce qu'ils avaient commencé à apprendre les mathématiques de façon concrète, de façon ludique, et que cela les avait beaucoup aidés pour surmonter beaucoup de difficultés. Voilà. Merci beaucoup. J'avais une question aussi concernant l'enseignement des langues vernaculaires en début de scolarité. Est-ce qu'en fait,
C'est la pédagogie convergente qu'on retrouve au Mali et au Sénégal que vous préconisez en fait de généraliser. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Je vais parler plus fort. Vous m'entendez? Oui, voilà, maintenant j'entends. Professeur Touré, oui. Je voulais Oui. savoir en fait si la méthode pédagogique en fait qui est proposée en début de scolarité s'apparente Oui. en fait à ce qu'on appelle la pédagogie convergente et qui est un peu qui est préconisée au Mali, puisque Awa on en a beaucoup parlé, Oui. au Sénégal aussi, ainsi que Mangari, Ka en fait s'en porte garant. Donc je voulais savoir si ça a un rapport entre les deux. Bon, alors nous, notre objectif en mettant en place le CESIN dans le Nord et en généralisant par la suite, c'était vraiment de faciliter l'apprentissage aux élèves. Parce que nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand les jeunes gens arrivaient à l'université, on se rendait compte, quand vous demandez à un enfant qu'est-ce que c'est qu'un espace vectoriel, il connaît la définition, il est capable de vous réciter des théorèmes, mais quand vous le mettez devant une situation concrète, vous ne trouvez plus personne. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu expliquer les concepts de base, même en arithmétique, les 4 opérations, ensuite les éléments de structure des ensembles, sans le dire, encore une fois, sans le dire, sans insister sur le fait que les nombres réels constituent un groupe pour l'addition avec, etc., un groupe abélien, mais il suffit de faire calculer les enfants, qu'ils apprennent à faire des additions, à parler d'associativité, à constater l'associativité sans dire que c'est une loi associative. Ça ne sert à rien de l'accabler de vocabulaire inutile. Donc, nous, notre objectif, c'était de faciliter l'apprentissage aux élèves et je pense que cela a bien marché parce que les élèves, après, ils sont à l'aise, ils sont éveillés très tôt et ils arrivent à aller très loin en maîtrisant les concepts. Alors que quand on les met devant des situations sans formation préalable, ils sont perdus complètement. Et nous nous plaignons, nous les enseignants de mathématiques, nous nous plaignons qu'ils ne comprennent rien, mais nous oublions, comme disait Saint-Exupéry, nous oublions que nous avons été aussi des enfants et que nous avons eu les mêmes difficultés. C'est pourquoi je pense qu'il faut reprendre les choses à l'envers, hein, commencer par des choses pratiques, à les faire calculer, maîtriser les opérations l'une après l'autre, plutôt que de mettre tout de suite des structures de groupe, des structures d'anneaux, des structures d'espace vectoriel, etc. Après, l'enfant, il est perdu. Donc, notre objectif, en mettant en place le CESIN, c'était véritablement de faciliter l'apprentissage et d'amener l'enfant à s'intéresser beaucoup plus aux mathématiques parce qu'il apprend à jouer en faisant des mathématiques. Je vous remercie, professeur. J'avais aussi une autre question concernant les programmes HPM. Oui. En fait, il faut une grande stabilité puisque nous avons en 2013 travaillé sur des programmes qui s'apparentent apparemment à ces programmes qui demeurent. Est-ce que des évolutions sont envisagées ou est-ce que leur stabilité, justement, reste un point très fort de ce développement des mathématiques en Afrique? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. J'ai entendu le développement des mathématiques en Afrique, mais ce qui précède, je n'ai pas bien compris. Si vous voulez bien répéter, s'il vous plaît. Oui, je vous remercie, professeur. En France, les programmes de mathématiques changent énormément. Or, nous avons eu l'occasion, avec des collègues, de travailler en fait sur un projet de développement des mathématiques au niveau des classes scientifiques, et nous avons été amenés à travailler sur les programmes qui restent d'actualité, les programmes HPM. Donc, je vous demandais si en fait
il y a quand même des évolutions qui sont à envisager ou si ce modèle reste un modèle d'actualité. D'accord. Je vous remercie pour cette question. Je dois dire que depuis que les programmes HPM ont été définis, je rappelle que c'était en 1992 que nous nous sommes réunis à Abidjan pour mettre en place un programme commun à tous les pays africains, comme je le disais tout à l'heure. Ces pays africains ont pratiquement les mêmes problèmes de développement, ils ont pratiquement les mêmes problèmes culturels. Et donc, nous nous sommes mis d'accord pour mettre en place un noyau minimum autour duquel chaque pays pourrait, s'il le désire, évoluer dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire ou en plus ou en moins. Donc, ces programmes ont été définis, ont été adoptés par plusieurs pays africains. C'est ce qui a donné lieu à la rédaction des manuels de mathématiques SIAM, Collection interafricaine de mathématiques. Je dois dire que ces manuels et ces programmes sont en vigueur, en ce qui me concerne, à ma connaissance, ces programmes sont en vigueur dans presque tous les pays africains. Certains ont pu évoluer différemment, mais le noyau commun est resté. Le noyau commun est toujours appliqué et je suis allé l'année dernière aussi bien au Mali, au Burkina Faso et au Togo. J'ai constaté que les livres continuaient à être utilisés, donc le programme a été maintenu dans l'état dans lequel nous l'avons défini en 1992. Naturellement, la pédagogie est une science vivante et donc il est normal que les programmes bougent un peu, mais je pense que les mathématiques dont ont besoin les utilisateurs des mathématiques, il y a un noyau minimum qui doit être maintenu et qui doit être enseigné un peu partout dans les différents pays. Et je crois que c'est ce qui est fait à l'heure actuelle. Bien qu'il y ait des possibilités de changement léger de certains aspects des mathématiques. Je vous remercie, professeur. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci Christian. Merci beaucoup, professeur Touré, pour ce brillant exposé qui vraiment tient en compte de nos ambitions actuelles de l'enseignement et de l'apprentissage des mathématiques. Et je voulais donner la précision à Marie-Pierre qu'il s'agit bien de la pédagogie convergente, puisqu'à un moment dans l'exposé, vous avez parlé de votre collaboration avec les professeurs maliens, et c'est cette application. C'est la traduction de cet objectif qui est bien appelé au Mali la pédagogie convergente et qui a donné vie ensuite au curriculum que nous vivons actuellement, mais péniblement. Voilà, je voulais aussi dire au professeur et remercier beaucoup le professeur par rapport à sa préoccupation de l'insuffisance des femmes dans l'enseignement supérieur en sciences, notamment en mathématiques, plus précisément en mathématiques. Mais puisque le phénomène continue, le phénomène est toujours crucial, et en demandant aux enfants, aux filles, les petites filles, d'embrasser les mathématiques, mais elles n'en voient pas au niveau supérieur. Est-ce que ce n'est pas une inquiétude? Je voulais savoir si vous avez mené beaucoup de réflexions autour de ce manque de femmes ou de cet engagement des filles, des femmes vers les mathématiques, puisqu'on ne peut pas dire actuellement que c'est toutes les disciplines scientifiques. En biologie, je constate une amélioration, en physique un peu, mais en maths, c'est toujours ce blocage qui est là. Donc, je voulais savoir s'il y a eu des réflexions, des recherches dessus pour identifier les raisons fondamentales qui font que les femmes n'embrassent pas les mathématiques, l'enseignement des mathématiques. Ma dernière question, c'est autour des SIAM, la collection SIAM. Je l'ai vue par rapport au collège et au lycée.
au lycée. Mais est-ce qu'il y en a pour le collège? Chez nous, nous disons 7e, 8e, 9e, les seconds cycles. À partir du primaire, est-ce qu'il y a des livres SIAM pour le collège? Voilà, je vous remercie. D'accord. Alors, merci beaucoup, Awa. Merci pour ces questions concernant les femmes et puis la collection SIAM. Alors, je vais commencer par la collection SIAM, c'est plus facile. La collection SIAM a été rédigée de la 6e à la terminale. Donc, en ce qui concerne le Mali, c'est-à-dire les collèges, nous avons les livres de la 6e à la 3e, c'est ça qui correspond au collège, je pense, chez vous, au Mali. Et donc, oui, la collection SIAM existe bel et bien pour les collèges. Alors, les lycées, ça va de la seconde à la terminale. Et donc, là aussi, évidemment, comme je l'ai dit, les livres ont été écrits de la 6e à la terminale par des équipes venant de presque tous les pays. J'avais choisi, avec l'accord des différents ministres chargés d'éducation des différents pays, j'avais choisi des collègues mathématiciens dans presque tous les pays. Naturellement, tous les pays ne sont pas sur tous les livres. On a choisi des auteurs venant du Cameroun, du Burkina, du Mali pour un livre, et puis des collègues venant de Mauritanie, de Madagascar, de Côte d'Ivoire pour d'autres livres, et ainsi de suite. Donc, pour répondre avec précision à votre question, je dis oui, la collection SIAM existe depuis la 6e jusqu'à la terminale et donc concerne aussi bien les collèges que le lycée. Et je dois dire que nous avons... Voilà. Je dois dire également que nous avions des livres qui accompagnaient les manuels. Nous avions des notes adressées aux professeurs parce que, comme vous le savez, dans nos pays d'Afrique, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, beaucoup de professeurs de mathématiques ne sont pas de vrais mathématiciens. On va prendre des naturalistes pour enseigner les mathématiques dans les coins les plus reculés. On va prendre des gens qui sont du niveau du baccalauréat pour enseigner les mathématiques, même en première et en terminale. Ça existe en Côte d'Ivoire. Je pense que ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Donc, le niveau de formation de nos enseignants de mathématiques est vraiment hétéroclite, si on peut dire. Donc, il fallait des documents pour aider le professeur de mathématiques à mieux maîtriser la matière, puisque ce n'est pas un spécialiste. En général, ce ne sont pas des spécialistes. Donc voilà, en ce qui concerne SIAM, SIAM a fait, et j'ai veillé à ça, aussi bien des manuels pour les élèves que des cahiers pédagogiques pour les enseignants, parce que beaucoup d'enseignants en mathématiques ne sont pas de vrais mathématiciens. Il fallait donc pouvoir les aider à se former, à se maintenir au niveau, d'où l'importance de la formation continue. Alors, concernant maintenant votre préoccupation concernant les filles, je dois dire que j'ai été particulièrement gêné de voir que beaucoup de femmes ne viennent pas, beaucoup de filles ne viennent pas aux mathématiques. Et c'est la raison pour laquelle je me suis investi avec quelques collègues en allant parler à nos enfants, à nos filles dans les établissements secondaires, les sensibiliser au fait qu'elles sont aussi douées que les garçons, à condition de faire des efforts, elles doivent réussir mieux que les garçons. Et ça, c'est vraiment un encouragement que personnellement, j'ai voulu apporter. C'est vrai, vous avez raison, dans les autres sciences, en biologie, en médecine, en géologie, on trouve beaucoup plus de femmes que dans les mathématiques. Et ça, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, j'ai voulu absolument créer le concours Miss Mathématiques pour créer une saine émulation entre les établissements et encourager les jeunes filles à s'intéresser davantage aux mathématiques. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Merci pour tous ces efforts.
Merci. Donc pour le secondaire, je comprends bien qu'il y a la collection SIAM. Mais pour ce qui concerne cette expérience que vous avez eue avec le CECIN, comment les autres pays limitrophes et tout ce grand espace pourraient bénéficier de votre expérience de, de l'enseignement des mathématiques en langue vernaculaire? Oui. Alors, je dois dire que il y a quelques années, nous avions initié un mouvement qui consistait à sensibiliser les autorités. Les autorités, je peux citer le ministère de l'Éducation du Burkina Faso, le ministère du Bénin, le ministère de l'Éducation nationale du Bénin et du Togo. Nous avons eu à nous déplacer personnellement, à aller parler aux différents responsables pour mettre en place ce genre des espèces de saisines pour permettre que les enfants puissent bénéficier dès le bas âge d'un enseignement en langue, disons, vernaculaire. Donc ce mouvement, nous l'avons entamé, nous l'avons encouragé. Je me suis déplacé personnellement pour aller rencontrer les autorités et je pense qu'il y a eu des difficultés, il ne faut pas se le cacher, il y a eu des difficultés parce que les choses ne sont pas faciles dans nos pays d'Afrique et certaines difficultés n'ont pas permis de faire bouger les choses dans d'autres pays. Mais je sais qu'au Mali, au Burkina et au Sénégal, je sais qu'il y a des expériences qui continuent et j'espère que les jeunes, parce que nous, on est maintenant d'un certain âge, on ne peut plus courir comme on le faisait il y a 30 ans, j'espère que des jeunes vont prendre la relève et qu'ils vont vraiment prendre ce problème à bras le corps parce qu'il est important et je vois que même le président Macron s'en préoccupe. Ça veut dire que c'est important. Nous avons été des devanciers, mais il faut que les jeunes, à leur tour, continuent le combat. Donc voilà, en quelques mots, l'espoir que j'émets, que le mouvement puisse se poursuivre, car il est important. Comme je le disais au départ, il ne s'agit pas de faire barrage à la langue française, bien au contraire, c'est notre langue commune, c'est notre patrimoine commun et nous devons favoriser le développement du français dans les pays d'Afrique. Mais si la présence des langues locales peut aider, pourquoi pas? Donc, j'encourage vraiment les jeunes générations à reprendre le flambeau et à continuer le peu que nous avons essayé de faire avec l'aide de plusieurs amis français, belges en particulier. Merci beaucoup. Cette question du bilinguisme, en particulier dans le primaire, est vraiment un des thèmes favoris de notre téléséminaire. Qu'est-ce que vous avez pu constater comme problème rencontré par les enseignants, des adaptations, des choses qui se traduisent mal ou la constitution d'un lexique? C'est ça. Alors, le problème principal que nous avons rencontré, c'est que nous avons fait appel à des instituteurs. Et ces instituteurs n'étaient pas du tout formés et ils n'étaient même pas informés des difficultés qu'il y avait. Mais nous étions là pour les encadrer, pour leur expliquer le bien fondé de la démarche. Donc, la difficulté principale, c'est la non-formation des enseignants. Et il est donc important que les autorités du ministère de l'Éducation nationale donnent quelques moyens
aux instituteurs, aux instituts de linguistique pour former les enseignants. Sinon, ce n'est même pas la peine de commencer. S'il n'y a pas de formation des enseignants, rien ne peut se faire. Donc, nous, ce que nous avions obtenu, et je dois le dire encore, nous avons eu l'appui de la coopération française. Il y avait des amis à l'ambassade de France ici à Paris. Je peux même vous dire un nom. Monsieur Jean-Christophe Debert, Monsieur Lebras, m'ont encouragé à l'époque, il y a 20 ans, à mener cette action-là. Donc, il faut non seulement solliciter les coopérations étrangères, mais il faut que les ministères chargés d'éducation, eux-mêmes, ils aident à la formation des enseignants. Car la première opération à faire, c'est la formation des enseignants, la formation des instituteurs. Ensuite, il faut des moyens pour mettre en place une alphabétisation locale. Et là, notre institut de recherche mathématique, notre institut de linguistique appliquée de l'Université d'Abidjan nous a beaucoup aidé. Là aussi, il faut des moyens pour pouvoir mener à bien cette vision-là. Donc, première opération, la formation des instituteurs qui seront chargés d'appliquer ces méthodes pédagogiques actives. Donc, voilà. Oui. Christian, j'aimerais poser 2 questions au professeur. Oui. Je voudrais vous demander, d'une part, comme ça vous verrez les terrains privilégiés, sur cet institut de linguistique appliquée. Actuellement, qu'est-ce qu'il y a des aspects coopératifs que vous pourriez signaler, soit dans un sens international, soit entre les différents niveaux d'utilisation de la langue en mathématiques? Bon, ce sont 2 aspects différents dont je vous parle. Et après, j'aimerais vous demander un mot sur les relations que vous pouvez ou non avoir, ou que vous avez de fait ou non, avec, je crois que vous avez un lycée international à Abidjan. Voilà. Si vous pouvez nous donner donc quelques aspects, enfin ceux, comme je ne connais pas l'état actuel de collaboration, nous en serions heureux. Merci. Voilà. Merci beaucoup, madame. En ce qui concerne l'Institut de linguistique appliquée, nous avions, vous savez que la linguistique fait appel beaucoup aux mathématiques. Il y a actuellement une linguistique mathématique qui est en train d'être élaborée, basée sur des notions mathématiques discrètes. Et donc, je m'intéressais à la linguistique appliquée comme discipline auxiliaire des mathématiques. Et c'est ainsi qu'à l'époque, j'avais noué des relations étroites avec les collègues de l'Institut de mathématiques appliquées, en particulier un franco-algérien qui s'appelle, j'espère qu'il s'appelle toujours parce qu'il est parti il y a longtemps, Aïtamou. Aïtamou était membre de l'Institut et il était en même temps mathématicien parce qu'il s'intéressait beaucoup à la linguistique vue du point de vue mathématique. Donc c'est ainsi qu'avec Aïtamou et d'autres collègues, dont Kokora Corneille, nous avons pu établir ces relations et qu'ils nous ont aidés à mettre en place le CESIN dans mon village à Koulia, au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, et je sais qu'en France, il y a des instituts, il y a beaucoup de recherches sur la linguistique actuellement, et je pense qu'il serait important que les chercheurs français chevronnés puissent encadrer des jeunes chercheurs africains à développer justement tous ces aspects d'application de la linguistique
aux affaires pédagogiques de l'enseignement primaire d'abord et secondaire ensuite. En tout cas, nous, les choses ont bien marché et continuent à bien marcher d'ailleurs parce que, comme je vous l'ai dit, les différents ministres chargés d'éducation en Côte d'Ivoire ont essayé de généraliser notre méthode, de l'appliquer dans d'autres régions de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, j'avoue que je ne suis plus les choses depuis 2 ou 3 ans, mais je pense que c'est toujours appliqué. Je pense que l'expérience du CESIN continue à être appliquée dans d'autres régions en Côte d'Ivoire. Alors, oui. Votre deuxième question, c'était… Concerne le lycée international. Voilà, le lycée international. Alors, comme je vous le disais, il existe à Abidjan ce qu'on appelle le lycée international Jean Mermoz. C'est un lycée qui a les programmes français. Les programmes du secondaire, ce sont les programmes français qui sont appliqués. Donc, il y a dans cet établissement des personnalités connues. Et, le lycée international Jean Mermoz, je ne sais pas si je vous dis tout, mais je vais vous dire tout. Je suis actuellement le président du conseil de l'Assemblée générale du lycée international Jean Mermoz. Nous avons décidé, dans le cadre des programmes de l'enseignement des programmes français en Côte d'Ivoire, de créer ce que nous avons appelé le CDP, le Centre de développement professionnel. Et ce centre de développement professionnel du lycée Jean Mermoz, qui est dirigé par un jeune Français qui s'appelle François Clozel, est chargé d'encadrer, de donner une formation pédagogique et scientifique pointue à tous les enseignants nationaux et non nationaux du public et du privé. Et donc, le CDP de Jean Mermoz recueille les enseignants du secondaire public et privé, tous les autres confondus, et leur apporte régulièrement une formation continue dans tous les domaines, y compris en mathématiques. Voilà donc ce que le CDP d'Abidjan, le centre de Jean Mermoz, reçoit régulièrement des enseignants ivoiriens, non-ivoiriens. Il y a parmi eux des non-ivoiriens, il y a des Français qui reçoivent ces formations-là. Et le 1er février dernier, nous avons eu le plaisir d'inaugurer ce centre avec Madame la ministre de l'Éducation nationale et son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, qui était venu soutenir le projet en personne. Une dame était venue de Paris, de la mission laïque France, pour apporter justement ces formations, et d'autres spécialistes sont à demeure et sont chargés également d'assurer ces formations pédagogiques. Voilà donc. Oui. Merci beaucoup. Donc, ce sont des formations pédagogiques au niveau primaire et secondaire? Au niveau primaire et secondaire, car vous savez, le lycée Jean Mermoz, nous avons le cycle maternel, le cycle primaire et le cycle secondaire. Et donc, nous apportons des formations pédagogiques à ces 3 niveaux-là, primaire, secondaire, primaire et secondaire essentiellement. Merci beaucoup. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui brûle de vous poser d'autres questions et que nous voyons à côté de vous. Avec plaisir. Alors, je suppose que Christian, tu es là pour passer la parole à… Oui, Ahmed Djibbar, vous pouvez prendre la parole si vous voulez pour discuter avec le professeur Touré.
C'est lui qui va décider. Merci et bonjour. Il faut que vous autorisiez votre microphone en bas. Ouais. Voilà, il faut cliquer sur le microphone. Il faut autoriser l'usage du microphone. Donc, voilà, c'est bon, il faut revenir comme ça. C'est pas évident techniquement. Non, toujours pas. Et moi, je constate que je ne peux pas me supprimer pour laisser de la place aux autres. Voilà, c'est bon là? C'est tout à fait bon. Allez-y, Ahmed. D'abord, bonjour Saliou, c'est une très belle occasion. Oui, bonjour Djebar, bonjour. De rencontrer. Je tiens d'abord à m'excuser auprès de Bernadette et puis de tous les collègues parce que je devais être à l'heure, je suis très ponctuel, mais j'étais allé faire un test PCR. Ah, d'accord. Parce que je dois voyager dans 2 jours. D'accord. Et puis, il y a eu de retard parce qu'il y avait du monde. Voilà. D'accord. Bonne arrivée, Ahmed. Donc, j'ai raté ton intervention, ça c'est clair. Oui, c'est pas grave. Mais je tenais à te saluer. Mais j'ai quand même une question. Oui. Nous n'avons pas de réponse, mais je voulais la poser parce que c'est de mon domaine. Tu sais que depuis 30 ans, et malgré ton aide, parce que j'ai été invité 2 fois en Côte d'Ivoire, et je tiens à dire aux collègues qui nous écoutent que Saliou est un militant des mathématiques et c'est un militant aussi de ce qu'on appelle la mise en culture des mathématiques, par l'histoire des mathématiques. Et grâce à toi, donc, j'ai pu aller faire des conférences dans ton très beau pays, mais je n'ai jamais réussi à trouver ou à garder un étudiant qui pourrait être formé pour s'occuper d'une richesse extraordinaire qui existe dans toute l'Afrique subsaharienne, qui est le patrimoine mathématique précolonial, c'est-à-dire soit écrit en arabe, mais soit écrit dans les langues régionales. Et ça, tu le sais très bien. Et donc, en fait, je ne te pose pas de questions. Je profite de ça pour lancer une bouteille à la mer. S'il y a des jeunes subsahariens qui nous écoutent, je suis à la retraite, mais je suis toujours dynamique. Je suis prêt à les guider pour essayer de commencer à s'initier à ces manuscrits. Et puis, comme tu le sais, il y a beaucoup de bibliothèques dans ces régions-là. La seule difficulté, c'est qu'il faut que le jeune étudiant apprenne la langue arabe ou alors maîtrise une des langues régionales avec laquelle on a écrit certains textes mathématiques. Voilà mon message. D'accord. En tout cas, merci mon cher Ahmed Djebar. Quand on m'a annoncé que tu serais là, j'étais très heureux de l'apprendre. C'est gentil. Donc, c'est vraiment une belle occasion pour qu'on puisse communiquer un peu, même si on ne se voit pas physiquement. En tout cas, je passerai ton message si on peut trouver des jeunes pour prendre un peu la relève, parce que nous, on est maintenant ce qu'on appelle vulgairement des dinosaures dans les activités mathématiques, et il faut que des jeunes prennent la relève et qu'ils continuent peu que nous avons pu faire jusqu'à maintenant. Quand j'étais à Dakar, et à Abidjan, les jeunes chercheurs qui parlaient de moi et de toi, ils ne nous appelaient jamais dinosaures, ils nous appelaient les vieux sages. C'est mieux. Alors, j'ai une question indiscrète. D'accord. Tu vois ma tête, je te vois. Comment tu fais pour rester plus jeune que moi? Comment tu fais? Oh. En tout cas, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, oui, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, pour le moment, ça va. J'ai la santé, tout va bien, tout fonctionne, la tête, les pieds, tout fonctionne bien. Et donc, j'en profite pour travailler. Et d'ailleurs, bientôt, je te l'apprends, je vais publier un fascicule d'une centaine de pages sur l'analyse fonctionnelle. Très bien. Que tu connais bien. Bravo, bravo, voilà. En tout cas, bravo. Et bonne continuation. J'espère qu'après le déconfinement,
on se verra. Je viendrai en France. Tu viendras en France et on va fêter cet isolement absolument incroyable. D'accord. Merci beaucoup, Ahmed. Merci Saliou. Et je tiens à remercier les collègues, en particulier Bernadette, qui a beaucoup insisté pour que d'abord je sois informé et pour que je puisse te saluer. Voilà. Et puis un grand bonjour à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci Ahmed. Tu es le bienvenu. Chaque fois que tu voudras revenir en Côte d'Ivoire, je t'envoie le billet et puis tu es vraiment le bienvenu. J'en doute pas. Et tout cela au service des mathématiques. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et évidemment des mathématiques francophones, puisque nous sommes des ambassadeurs des mathématiques francophones. Exactement, exactement. À très bientôt, Saliou. À bientôt, Ahmed. Au revoir. Merci. Merci, Ahmed. Fabrice, tu voulais poser une question? Non, parce qu'il y a Jean-Jacques Salonne qui posait la question et qui, pour profiter de la présence de deux grands sages, donc il y a eu des mouvements qui ont eu lieu à travers le monde pour compléter les lexiques mathématiques dans les langues vernaculaires. Qu'est-ce que vous en pensez en ce qui concerne l'arabe dialectal ou donc les différentes langues de Côte d'Ivoire ou de toute cette région subsaharienne? Oui, je pense que, bon, comme je le disais tout à l'heure, nous avons essayé de lancer un petit mouvement il y a quelques années et je pense que peut-être avec mon ami Ahmed Djebar, il serait bon d'étendre ce mouvement-là à d'autres régions de l'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Afrique australe, car là-bas aussi, nous savons qu'il y a eu beaucoup de mathématiciens dans le passé. Au temps précolonial, comme disait tout à l'heure mon ami Djebar. Et d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, à l'Union mathématique africaine, Ahmed Djebar et un autre mathématicien mozambicain avaient été chargés de la commission Histoire des mathématiques en Afrique et ils ont fait un excellent travail. Ils ont publié de gros volumes sur l'histoire des mathématiques précoloniale en Afrique. Donc, je pense qu'il serait bon que des jeunes puissent nous rejoindre et qu'on mette en place un mouvement plus global concernant l'Afrique pour justement faire la promotion de l'histoire des mathématiques dans toutes les régions d'Afrique. Je crois que Ahmed pourrait jouer un rôle exceptionnel dans la promotion de ces mathématiques, de l'histoire des mathématiques en Afrique. Et je lance à mon tour un appel à tous les jeunes mathématiciens, les plus jeunes que nous, pour prendre la relève. Merci beaucoup. Donc, Jean-Jacques Salonne précisait que, saluer le fait que vous ménagez la chèvre et le chou en introduisant les langues vernaculaires au primaire, tout en respectant quand même le français qui allait devenir, qui allait être utilisé en particulier pour les études supérieures, car le cas de Madagascar, qu'il connaît bien, avec la malgachisation totale de 1973 à 1991, a été un grave échec. Mais bon, ça fait quand même 70 minutes que nous sommes ensemble, peut-être faut-il arrêter là. Et je vois qu'il y a Valerio Vassallo qui est avec nous. C'est lui qui parlera le mois prochain. Donc, je vais peut-être lui laisser la parole pour présenter son exposé. Donc, je voudrais vous remercier énormément, professeur Touré, de cette conférence très intéressante. Et donc, Valerio, si tu veux présenter le « C'est ainsi, ça se voit » du vendredi 4 juin 2021, ben, tu es le bienvenu. Mais il n'a pas connecté son microphone. Ça y est, non, il se reconnecte. Voilà. Mais merci encore, professeur Touré, pour votre conférence. Merci. Le plaisir a été pour moi de pouvoir échanger avec chacune et chacun d'entre vous. Ce fut un grand plaisir et un grand honneur pour moi
d'être là cet après-midi. Merci beaucoup pour cette occasion que vous m'avez offerte. Oui, on m'entend? Tout à fait, vas-y Valerio. Oui. Ces temps-ci, ça se voit, c'est un titre un peu provocateur parce que c'est une allusion au fait que les professeurs de mathématiques ont une attente par rapport aux élèves ou aux étudiants à l'université. Et puis, cette attente, bon, ça se traduit souvent dans un échec parce que les élèves, les étudiants, ils ne voient pas exactement ce que nous voyons. Alors, comment s'y prendre pour développer ce regard? Et c'est des expérimentations qui sont faites, qu'on a fait, parce que bon, là, le confinement, évidemment, il a bloqué tous les dispositifs que j'avais mis en place. C'est sur les expérimentations qui ont été faites et comment ont été faites ces expérimentations dont je voudrais parler. Et en particulier, comment, en créant un lien entre art et mathématiques, et donc comment, en mettant les élèves devant des œuvres d'art et devant à la fois des configurations géométriques, par exemple, ben ça permet de libérer la parole. Donc, c'est des expérimentations pour libérer la parole, mais pas seulement, c'est aussi, disons, une présentation de ce que je pense que finalement les mathématiques soient, d'après mon point de vue, c'est-à-dire un exercice constant sur les regards. Quand on écrit des formules, quand on regarde des configurations géométriques, on est mené tout le temps à cet exercice. Et c'est cet exercice-là, je pense, qui manque cruellement. Et donc, bon, c'est de ça qu'on va un peu discuter, débattre, mais disons, je vais déjà présenter quelques exemples, que ce soit des tableaux ou que ce soit des configurations géométriques qui ont été utilisées pendant cette expérimentation. Voilà. D'accord, merci Valerio. Donc éduquer le regard, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la langue parlée, mais la langue visuelle, enfin le langage éduquer le regard me paraît effectivement très intéressant. Merci beaucoup et donc j'espère que ça vous a donné envie de participer le mois prochain donc, au séminaire international des IREM. Et donc, eh bien, bon mois de mai. Au revoir. Ben, Christian, il faudra qu'on rentre en contact pour les aspects techniques. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Nous allons le faire. Au revoir à toutes et à tous.